Le sentier, long de 23 km, offrant à peine de difficultés, a été réhabilité suivant le tracé original de la Calzada Real, la chaussée royale, qui reliait jadis Lequeitio et Mandecha à Durango et continuait vers la Rioja et la Castille, le fameux GR38 ou route du vin et du poisson. Au croisement des routes qui marquent l'histoire, le chemin de Saint-Jacques, axe est-ouest comme voie de la chrétienté du haut Moyen-Âge, et l'axe sud-nord de la Castille à la mer Cantabrique comme voie de commerce et de changement à la modernité qui commence à s'opérer au bas Moyen-Âge. Passant en pleine nature, le chemin longe la rivière. La végétation qui l'environne se compose essentiellement de Pinus insignis et de chênes verts cantabriques, de chênes rouves, de châtaigniers, de noisetiers, etc., avec une forte présence de monoculture d'eucalyptus. Laissant Aulesti et suivant la rivière, voici Guissaburruaga. Sa configuration urbaine est la caractéristique de tant de villages basques. L'habitat dispersé prédomine au point qu'il est difficile de parler d'un noyau central défini. Mais nous pouvons le concrétiser, celui-ci autour de l'église paroissiale de Santa Catalina. C'est dans les limites de cette commune que nous situerons l'un des hauts lieux de notre itinéraire. Le complexe ferro-morinero de Bengolea, en son temps forge la plus importante de Biscaye, est principal fournisseur de produits forgés manufacturés d'Europe dans la première moitié du XVIIIe siècle. Bengolea nous transporte dans une époque de splendeur, dans laquelle la haute qualité du minerai et son débouché commercial en tant que fer travaillé font de la sidérurgie traditionnelle basque l'une de ses principales sources de production. De la main de Pedro Bernardo Villarreal de Berriz, basque illustré et homme d'action, nous assistons à ce grand moment historique dont nous ressentons encore la force d'inertie. Partie prenante avec un esprit curieux et entreprenant du mouvement connu sous le nom des novateurs, à l'époque de la préillustration, il sut être attentif à la réalité culturelle de son temps et ainsi en éveil apporter une réflexion scientifique sur son environnement immédiat. Son œuvre est son meilleur témoignage. Né à Mondragón, Villarreal de Berriz vécut entre 1669 et 1740. Il reçut entre autres le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Jacques octroyé par Charles II en 1690. En sa qualité de notable, il exerça le pouvoir local dans le premier tiers du XVIIIe siècle, devenant régidor des anteiglesias qui sont aujourd'hui des communes du pays de Lea Ibarra. Sous sa gouvernance, il fit preuve d'un intérêt tout spécial pour l'encouragement de la richesse forestière, l'amélioration de l'environnement et des infrastructures. La terre, la forge et le commerce constituaient la triade occupationnelle par excellence, particulièrement les deux premières dans le cas des notables. Notre personnage s'appliqua à leur exercice, même si sur ce point, ce qui frappe de prime abord, c'est son caractère d'homme aux multiples facettes, dont témoignent les barrages à contreforts qu'il fait réaliser en différents points du pays, les projets architecturaux qu'il dessina, les bateaux qu'il construisit, ou le livre intitulé Máquinas hidráulicas de molinos y herrerías y gobierno de los árboles y montes de Vizcaya, qu'il écrivit pratiquement à la fin de son existence en guise de compendium de ses principaux intérêts intellectuels. Il fut par-dessus tout un homme pragmatique, qui appliqua des méthodes empiriques au processus de transformation qu'il entreprit, contribuant à sa mesure au progrès technologique de son temps. Son mariage en 1694 avec Doña Mariana Rosa de Bengolea, originaire de Lequeitio, l'introduit dans une famille de longue tradition du travail du fer, lui faisant disposer de ses forges à Guissaburruaga, dans lesquelles il commence sans délai à introduire des perfectionnements. À ce jour, nous pouvons toujours apprécier des vestiges de leur dépendance et leur section. Dans les réserves à charbon, on amassait au début de la saison tout le charbon de bois nécessaire pour la campagne. Aujourd'hui, ils nous paraissent lointains, mais des termes tels que canot, marteau, soufflet ou canons à eau étaient utilisés à l'époque de manière courante. Quand Pedro Bernardo se marie, la forge de Bengolea travaille essentiellement pour le marché des Indes. On vend le tocho,
fer métallique brut à Pasajes ou Saint-Sébastien, mais la production principale se compose de clous, socs de charrue, petites masses et autres produits exigés par le marché américain. En 1703, Villarreal de Berriz aspire à transformer ses forges en forges royales et offre à la couronne de consacrer Bengoléa à la fabrication d'armes d'artillerie pour l'armée royale. En 1705, il convient avec le monarque Philippe V de la fabrication de 6000 quintaux de munitions par an sur une période de 6 à 8 ans. Selon toute probabilité, la fameuse pique de Flandre, représentée sur la grande toile de Velázquez, plus connue sous le nom des lances, se réfère aux pointes de fer forgées qui se fabriquaient à Bengoléa pour les longues lances qu'utilisait l'infanterie. On cultivait des frênes en cadre de plantation très étroit pour qu'ils croissent droit et haut en concurrence pour la lumière. Tout près du complexe de forge se trouve un petit bosquet en formation de ce type. Forêts et forges étaient à n'en pas douter les biens du patrimoine auquel Pedro Bernardo dédia une attention constante tout au long de sa vie. Ce furent des époques économiquement prospères, mais socialement difficiles et tendues, ponctuées de guerres à l'extérieur et de révoltes populaires à l'intérieur, qui ne signifiaient, on le voit, aucune tranquillité. Si sa vie connut certains des avatars qu'il serait trop long de raconter dans le cas de notre personnage, sa carrière lui fut largement profitable. Ce qui n'empêche nullement que, le temps passant, sa descendance fut contrainte de recourir à des prêts hypothécaires pour maintenir à flot les affaires et les forges. Pedro José Villarreal de Berriz y Bengoléa, l'un de ses 9 enfants, orienté en tant que cadet vers la carrière des armes, épousa par procuration Maria Vicenta de Barrenechea y Castaños, de qui il eut une fille en 1765, prénommée Maria Josefa Francisca Pabla Vicenta. Parmi les avoirs de son héritage, celle-ci reçut également l'acte d'obligation, daté à Lequeitio en 1824, devant maître Juan Antonio de Uribarri, par elle octroyé en faveur de Florencio de Arizmendi pour valeur de 100 000 reales de Veillon. Somme garantie par des biens hypothéqués, comme les 2 maisons de Mendicoechea, sises dans le hameau de Murelaga, à Olestia, la demeure Amiax, à Moroto, et le moulin de Erotabarri, situé à Guisaburruaga. Ceci étant attesté par des documents conservés dans les archives forales de Biscaye. Ce que nous pouvons considérer par ailleurs comme une simple formalité du point de vue des activités économiques à cette époque de la part de familles enracinées de longue date. La Casa Torre, caractéristique de la noblesse basque, est en soi tout un symbole. Elle ne déroge pas à la règle dans le cas des Bengoléa. Bengola Torre se dresse sur la rive opposée de la rivière, la façade principale tournée vers le nord, vers les fabriques industrielles. La tour s'organise en 3 axes de travées. Sur l'axe central, une travée est surmontée du blason d'armes des Bengoléa inscrit en cartel. Sous la toiture s'ouvre une série de travées dans la sous-pente. De même sur les côtés, jouxtant cette même toiture, nous pouvons observer des formes crénelées qui dessinent la silhouette de la tour. La façade arrière est également organisée selon 3 axes de fenêtres. Avant sa transformation en demeure baroque, nous avons connaissance de son existence en tant que tour fortifiée au XVIe siècle, et il est possible que sa dernière réfection fût terminée vers 1721.